Je suis Domitille et je vous accueille sur Ce qui nous lie, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leurs liens avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Lisiane et Romain, la trentaine, se rencontrent sur Tinder. Leur histoire débute à Lyon, entre leur appartement respectif et le flot de leur vie professionnelle. Puis Romain part à Bourges pour son travail, Lisiane lui emboîte le pas. Là-bas, ils choisissent de vivre ensemble. D'une certaine manière, c'est le grand saut. Puis il y a le Covid et le confinement, qu'ils vivent tous les deux l'un près de l'autre. En octobre 2020, 2 ans après leur rencontre, ils partent faire le tour du monde pendant 14 mois. C'est un voyage exploratoire, et Lisiane et Romain ignorent ce qui va suivre. Pourtant, ce voyage est un tremplin pour leur couple, car ils décident de se marier et de s'engager pour la vie. Lors d'une croisière sur le Nil, en Égypte, une question persiste. Comment se préparer au mariage lorsqu'on ne souhaite pas se marier à l'église ? Car ils ont cette conviction à l'intérieur d'eux. Le secret d'un mariage durable et harmonieux, c'est avant toute chose de prendre le temps d'échanger sur ce qui compte vraiment. Lisiane et Romain vont faire de cette conviction intime et personnelle un projet entrepreneurial. Unio était né. Unio est la première plateforme de préparation laïque au mariage, 100% en ligne. À travers cette séance, plusieurs thèmes de réflexion et d'échange sur les enjeux de la vie à deux y sont proposés. Entreprendre en couple sur le lien du couple, c'est fort, c'est beau, c'est leur témoignage. Très bonne écoute. On s'est rencontrés en 2018, comme beaucoup de couples de notre génération sur Tinder. Génération Tinder, ouais. Ouais. Et du coup, on a parlé un petit peu et au bout de quelques jours, je pense, on s'est rencontrés. On a fait notre premier date qui a duré des heures et des heures. Une grande soirée, ouais. On avait rendez-vous. On pensait avoir rendez-vous sur un rooftop à Lyon. Et en fait, il pleuvait ce jour-là. Moi, j'étais jamais allé dans cet endroit, donc hyper confiant. J'allais voir l'accueil, j'ai dit voilà, moi je vais aller au rooftop et tout. Comment on fait, machin. Il me dit monsieur, mais il n'y a pas de rooftop ici. Il n'y a pas du tout de rooftop. Et du coup, bah non, on a fait une soirée classique dans un bar. Un peu moins classique, on a bu beaucoup de coups. On a bu 4 pots de rouge, je pense, à 2 toute la soirée. Enfin, une soirée qui n'en finissait pas, mais pas parce que c'était horrible, mais parce que c'était juste trop bien et parce que le courant est bien passé, on s'est régalé. Et alors, quand tu la vois arriver, qu'est-ce que tu te dis ? On s'est rencontrés à Lyon parce qu'on travaillait tous les deux à Lyon. J'étais ingénieur dans les travaux publics, donc pas d'horaire de début ni de fin. Bref, j'étais en avance. Mais du coup, je l'ai vu traverser avec sa petite tenue, son petit jean, son petit chemisier blanc. Et je me suis dit, ah bah déjà, premier point, elle est très jolie. Tu l'as tout de suite reconnue alors que tu l'avais jamais vue finalement, à part quelques photos. C'est vrai. Et t'as fait semblant de pas me reconnaître. Ouais, mais parce que je faisais le mec un peu. C'est un peu ça. De toute façon, Tinder aujourd'hui, les gens normaux mettent des photos d'eux quand même. Mais ouais, ça correspondait. La photo était contractuelle. Donc c'était plutôt pas mal. Et toi, Lisiane, quel souvenir tu gardes du coup de ce premier rendez-vous Je me souviens m'être dit, ça peut le faire. Et après, pendant le date, hyper sympa parce qu'il n'y a jamais eu de blanc. Justement, ça a duré très très longtemps et on n'avait pas envie de partir ni l'un ni l'autre. Ça s'est fait naturellement, comme des vieux amis qui se retrouvent. Et du coup, à ce moment-là, alors, donc, vous vivez tous les deux à Lyon. Donc, tu es ingénieur. C'est ça, dans les travaux, je suis en coloc avec 3 autres copains qui font la même chose. Et toi, Lisiane, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu travailles à ce moment-là Et oui, je viens d'arriver à Lyon depuis 2-3 mois pour une mission de directrice d'un centre commercial à Lyon. Non, j'habite seule. Et j'ai quand même pas mal d'amis à Lyon parce que je viens de Saint-Étienne et que j'ai fait ma prépa à Lyon.
voilà, j'avais envie de rencontrer quelqu'un. Et finalement, à partir du moment où je suis arrivée à Lyon, c'est allé hyper vite parce qu'on a dû se rencontrer 2 mois après mon arrivée, je pense. Du coup, vous gardez chacun vos appartements. Est-ce que, à un moment donné, vous décidez de vous installer ensemble ? Comment ça se passe ? Oui, on a chacun notre truc de notre côté, mais comme beaucoup de gens qui ont un début de relation, je parle pas encore de couple, on est toujours fourgués l'un chez l'autre ou l'autre chez l'un. Enfin. Et après, il y a eu le contexte qui a fait que ça a un peu accéléré. Romain a fait une mission à Bourges, et moi je travaillais plus à ce moment-là, donc du coup j'étais tout le temps à Bourges chez toi. Et après, il y a eu le confinement et on s'est pas du tout posé la question, on s'est confinés ensemble. Ouais. Et on a vécu notre meilleur confinement. Ouais, là où des gens. Génial. Et alors, quand le confinement se termine, qu'est-ce qui se passe alors ? Moi, je travaille plus et du coup, j'ai mené un peu une vie à cette époque de femme des années 50. Ah oui, c'était épique. Romain donc travaille à Bourges et moi, je me dis, il avait un appart minuscule et délabré. Voilà, parce que moi, l'objectif, c'était de ne pas dépenser d'argent. Et c'était aussi le contrat avec Lisiane. On fait des bonds dans le temps de plus en plus longs, mais de se dire qu'on partait à Bourges, ok, mais c'était pour que ça dure pas plus d'1 an et après on partait en voyage. Donc du coup, c'était l'idée de faire des économies et j'avais cet appart qui était miteux. L'hiver, il faisait la même température dedans et dehors. Et du coup, Lisiane, elle est venue, mais on s'est dit, vas-y, on va se prendre un petit truc un peu sympa à la campagne. Oui, on se dit, quitte à être à Bourges où on connaît personne, autant être vraiment à la campagne. Et du coup, on visite un petit prieuré et on s'installe officiellement pour la première fois ensemble, en fait. C'est vrai que c'est un peu la première fois qu'on signe un contrat à 2 et où il y a vraiment nous et que nous, quoi. Et à ce moment-là, du coup, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux quand vous vous installez justement 2 ans. Ouais, j'aurais dit 2 ans, peu de choses près. J'aimerais vous demander à tous les deux, justement, avant de vous rencontrer, en fait, quelle était votre vision du couple et de la vie à deux Qu'est-ce que vous imaginiez pour votre vie ? Parce que parfois, on a tous un peu, pas un plan pour soi, quoi, mais on a des envies, des souhaits. Comment vous visualisiez la chose ? C'est très différent, nous deux. Moi, j'avais un peu la vision que j'ai pas trop perdue de un gros amour, un grand amour qui se fait attendre, mais qui, j'y croyais vraiment. Et du coup, j'ai pas vraiment eu de relation longue avant parce que je me disais toujours, quand j'avais quelque chose, je me disais, ça peut pas être ça. C'est pas la folie et je crois que ça peut être la folie. Et Romain, c'est un peu différent. Ouais, complètement différent. J'ai passé mon lycée, enfin mon collège, mon lycée, on peut pas parler de copine ou quoi, mais sans relation amoureuse, si on peut parler de relation amoureuse à cet âge-là. Et j'étais dans une optique, pareil, un peu très sélective. J'ai fait jusqu'à ma première copine, donc en prépa, seul parce que je voulais pas faire de concessions. Je me suis dit, ça vient pas, donc c'est que, en fait, tu t'inventes peut-être une vie, et j'ai complètement switché. Et je me suis mis avec les premières venues, pour le coup, je faisais beaucoup de concessions, j'étais avec des gens qui me plaisaient pas, mais c'était pour pas être tout seul. Et je me suis traîné des histoires qui ne sont pas le moi d'aujourd'hui ou quoi, et qui me ressemblaient pas. Et alors, tous les deux, vous êtes issus de quel style de famille ? Moi, de mon côté, je dirais assez classique sur la forme. Mes parents sont mariés depuis qu'ils ont 21 ans. Après, je dirais pas que c'est mon modèle de couple, mais en tout cas, j'ai grandi avec, justement, d'autant plus, on rencontre une personne et on reste toute la vie avec. Après, en tant que couple, c'est pas mon modèle. En tant que construction de famille, oui. En tant que couple, moins. Et moi, mes parents sont mariés, mais mon père a été une première fois marié. Il a eu un fils, mon demi-frère. On a 12 ans d'écart. Et il a divorcé et il a rencontré ma mère à 40 ans. Ils se sont mariés quand j'avais 18 ans. Donc un schéma un peu moins classique et... ils sont toujours ensemble aujourd'hui, ils s'aiment, c'est l'amour fou. Enfin, moi, pour le coup, c'est un peu plus un exemple
de couple qui fonctionne que Lisiane avec la vision de ses parents. Et alors, vous aviez envie de vous marier tous les deux. Comment c'est venu, du coup, entre vous Je pense que ça m'a taraudé un peu plus tôt parce que dans nos groupes de potes, Romain, il n'y en a pas un seul qui est marié. Et moi, je pense que... C'est un sacré différence, je trouve, quand même, qui est folle parce que... On n'a qu'un an d'écart, oui. On n'a qu'un an d'écart et moi, vraiment, j'ai zéro. J'ai pas fait un mariage de potes. Alors que moi, j'en avais 10 par an depuis... Incroyable. Donc ouais, Lisiane, c'est venu beaucoup plus tôt. Oui, même avant qu'on se rencontre, j'ai quand même plus autour de moi beaucoup de mariages. J'ai souvent mes parents qui sont mariés un peu plus classiquement, etc. Oui, c'est sûr. Moi, mes parents qui sont mariés quand j'avais 18 ans, bon. Moi, pour moi, le mariage, c'était pas spécialement quelque chose qui... Même avant qu'on se rencontre, tu disais que tu voulais pas te marier, non? Pour moi, le mariage, c'était vraiment si l'autre avait envie. Enfin, c'était... Ça n'a pas spécialement de valeur, quoi. Que je vois que mon père, il s'est marié une première fois tout de suite et il a divorcé. Je me disais que le mariage, en fait, ça servait, c'était pour mettre des paillettes, voilà, pour avoir la robe de princesse. Bon, mais ça n'avait pas tellement de valeur. Et puis, avec le temps, c'est vrai que ça a un peu changé. Mais qu'est-ce qui a évolué? Parce qu'en fait... Bah, je pense que quand tu es avec la bonne personne, c'est aussi une reconnaissance que tu montres, enfin, des autres, que c'est bon, t'as trouvé la bonne, et j'en sais celle-là, et c'est un peu comme une introduction à une nouvelle famille, quoi, en fait. Avec ou sans enfants, hein, que c'est pas forcément obligatoirement avec des enfants, mais je trouve que c'est le fondement d'un nouveau foyer. Foyer plus que famille. Oui. Donc c'est toi, Lisiane, du coup, du fait voilà, que tous tes copains se marient, qui commencent un peu à amorcer un peu... Il y a autre chose, moi, je pense, qui a joué aussi, c'est l'horloge biologique aussi. Enfin, avant qu'on parte en tour du monde, Lisiane, elle m'a fait un rétro-planning, un coup de stress, à dire, bon bah voilà, moi je suis une femme, j'ai 30 ans, et du coup on partait en voyage pas longtemps, enfin quelques semaines à peine après ça, genre un gros coup de stress, quoi. Et en fait c'était un gros coup de stress parce qu'aujourd'hui t'as plus envie de ça tout de suite, t'es moins figé sur un schéma que tu t'es peut-être toujours dit ou quoi, enfin. Et surtout que moi je suis plus c'est une grosse différence qu'on a, c'est que moi, je suis plutôt on verra, quoi. Au jour le jour. Mais alors, du coup, pourquoi vous décidez de partir tous les deux en tour du monde Comment ce projet s'invite dans l'histoire? Moi, je pense que de mon côté, ça date même d'avant ma rencontre avec Romain. En fait, j'avais déjà fait un premier long voyage quand j'étais étudiante, de 7 ou 8 mois. Et je m'étais toujours dit, je rêve de rencontrer un garçon avec qui le refaire et faire plus long. Et après, j'arrive plus à me rappeler, mais c'est ça qui est marrant dans notre histoire, c'est que à la fois, Romain exprimait pas clairement son engagement, etc. Et en même temps, je pense qu'au bout de même pas 5 mois après notre rencontre, on était déjà dans ce projet, donc à plus d'1 an, pour un truc qui durera plus d'1 an, donc on se projetait quand même très loin. Quand vous partez en tour du monde, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous bossez? C'est quoi votre situation pro à tous les deux? En fait, on s'est un peu calé sur le planning de Romain quand même, qui avait un gros chantier qui finissait 1 an plus tard. Moi, il se trouve que j'arrivais au bout de ma mission, j'aurais pu trouver d'autres choses, mais pas hyper intéressant. Et en fait, ça n'a pas été forcément le meilleur choix, mais j'ai eu 1 an de battement avant de partir. Je faisais pas grand-chose à part t'accompagner à Bourges. Je me suis un peu laissée vivre pendant cette année-là. C'était un peu pas forcément la meilleure décision, mais en tout cas, on s'est calé sur la fin de ton chantier à toi en se disant, voilà la deadline où Romain démissionne et on part. Et vous savez pour combien de temps vous partez quand vous partez? Oui, on s'était dit 14 mois, départ octobre 2020. Pour revenir à Noël. Ouais, tout le monde nous a dit ne partez surtout pas maintenant, c'était la 2e vague, enfin le 2e confinement. Et finalement, on n'a pas trop hésité, on s'est dit on y va, c'est ce qu'on avait décidé, tant pis on s'adaptera, et c'est ce qu'on a fait. Et c'était au contraire, franchement, une grande chance d'être en voyage pendant le Covid, parce qu'on était seuls partout. Abu Simbel, on l'a visité à 2 comme si on venait de le découvrir. Enfin, c'était incroyable. Et donc, quand vous partez en tour du monde, est-ce que vous avez déjà l'envie de créer quelque chose ensemble? Est-ce que l'idée d'Unio est déjà là ou pas? La démarche du tour du monde, c'était pas
on va devenir entrepreneur, tout ça, c'était plutôt exploratoire. On ne sait pas ce que ce sera notre vie en revenant. En revanche, l'idée du NIO était dans un coin, en tout cas, de ma tête, parce que justement, comme je disais, j'avais beaucoup de mariages autour de moi. Et ceux qui se mariaient laïquement, en voyant d'autres couples être préparés, se disaient c'est dommage qu'il n'y ait pas l'équivalent, en fait. Il y en a certains qui sont même allés voir des prêtres alors qu'ils n'étaient pas du tout croyants pour pouvoir être préparés. Donc ça, j'avais déjà fait ce constat, c'était dans un coin de ma tête. Alors ouais, justement, parce que comment est né Unio ? Alors il y a eu une prénaissance un peu dans un coin de ta tête, toi, qui est parti de ce que tu constatais autour de tes amis, mais entre vous, comment c'est arrivé ? C'est très précis. On est le premier pays qu'on fait, c'est l'Égypte. Et là, on a fait une croisière sur le Nil, sur un bateau traditionnel à voile égyptien qui s'appelle une felouk. Et qui est un petit bateau. On vit sur le pont, on dort sur le pont, on mange sur le pont. On est assis toute la journée sur 4 mètres carrés de tapis. Et le bateau fait des bords, ici et là, au gré du vent. On s'arrête de temps en temps visiter un temple ou quoi. On se lève, on se couche avec le lever du soleil. Incroyable. Mais du coup, c'est particulièrement contemplatif, en tout cas, ce moment-là du voyage. On parlait de tout et rien sur le pont, là, et on se disait, vas-y, franchement, on kiffe quand même. Est-ce qu'on ne trouverait pas un moyen de kiffer comme ça toute notre vie, en fait ? Et on s'est dit, faudrait quand même qu'on trouve un business. Voilà, franchement, on parlait même pas d'entrepreneuriat à ce moment-là. Enfin, moi, je pense qu'on aurait parlé d'entrepreneuriat à ce moment-là. Moi, ça m'aurait fait peur, je pense. Mais je connais personne dans mon entourage qui a entrepris. C'était complètement mystérieux pour moi. Et du coup, Lisanne a parlé de ça. On a sorti un petit cahier. On a gratté peut-être toute l'après-midi. Des grandes lignes, des idées comme ça, en veux-tu, en voilà. Et du coup, on l'a fait. Donc ça, c'était juste l'idée. Et du coup, j'imagine qu'il y a une espèce d'excitation hyper importante, quoi, quand on se rapproche, quoi, d'une idée qui nous anime. Sur le bateau, je me souviens, le soir, là, je me souviens, on était trop contents. Puis les idées fusent Et puis, c'est super de découvrir des trucs, même si c'est contemplatif ou quoi, pour une moyenne, longue période, peu importe, mais c'est quand même passif. On s'est trouvé un truc qui nous permettait de pas juste kiffer un voyage, mais d'alterner des périodes de travail, entre guillemets, au début, à des périodes de kiff avec des visites. Ça faisait un peu une alternance et du coup, c'était beaucoup moins juste contemplatif où à la fin, je pense qu'au bout de 14 mois, t'es blasé si tu fais que ça, quoi. Et en plus de ça, moi, comme je disais, ça faisait 1 an que j'avais pas travaillé, donc j'avais besoin de me projeter dans quelque chose de constructif, entre guillemets, de construire quelque chose. Ouais. Donc vous êtes dans cette phase clairement un peu d'excitation où vous commencez à mettre des mots sur un projet commun. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez une réflexion sur toutes les implications que ça va avoir pour vous, potentiellement de le mettre en œuvre ensemble, ce projet, sur les plus, sur les moins, ou ça vient après, voire pas du tout, quoi ? Pas du tout, non. Pendant le voyage, déjà, on a vu quelques différences dans nos façons de travailler, etc. Mais c'était plus sur des sujets précis que vraiment se questionner sur comment ça va chambouler notre vie ou tout ça. On ne s'est jamais trop posé cette question. Il n'y a pas la prise de recul où tu regardes à moyen long terme. Concrètement, donc, l'idée naît en Égypte sur une felouk. Et du coup, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous vous dites, go, c'est bon, on commence à... Enfin, l'idée, c'est quoi ? C'est de rentrer en France avec un projet construit. On s'est dit que ce serait pas mal que ce soit opérationnel à notre retour en France. Mais zéro pression. Le leitmotiv du truc un peu au début, c'était de se dire vas-y, on a eu une idée, on va le faire. Bon, ça le fait, c'est cool. Ça le fait pas, franchement, c'est pas grave. Enfin, on a 14 mois pour tester un truc. Et du coup, tout s'est fait naturellement, sans pression. Après, on a commencé à ressentir un peu les différences de fonctionnement entre toi et moi, je pense. Mais bon, on a acheté l'ordinateur en Tanzanie. Chacun, naturellement,
s'est positionné sur son Sur rôle les rôles. et les rôles qu'on a aujourd'hui. C'était vraiment, ça coulait de source. C'était quoi, du coup, par exemple, toi, Lisiane, sur quoi tu t'es positionnée de manière un peu instinctive Je dirais 3 choses. La première, le contenu. C'est moi qui ai lu les 150 livres de développement personnel, mais parce que j'ai plus ce goût-là. Dans les montagnes au Népal, je marchais avec des podcasts de couple dans les oreilles, etc. Un peu plus tard sur la partie communication et marketing. Et ensuite, je sais pas si on s'en est rendu compte tout de suite, je pense que assez rapidement, plus gestion de projet, c'est moi qui vais dire justement un peu le planning, qui vais répartir, qui vais organiser nos points d'étape, etc. Et toi, Romain, du coup? Moi, tout le reste, du coup, c'était déjà faire le site, sortir la plateforme. Alors, du coup, j'ai appris à coder un petit peu, mais vraiment de zéro. Bon, j'étais sur ma plage, tranquille, à Zanzibar, avec l'eau turquoise à perte de vue. Et je me suis dit, c'est bien, mais ouais, genre, je prends le taureau par quelle corne, je fais comment? Et en fait, comme tout le monde, en fait, ça se fait facilement. Et donc, j'ai fait le site, j'ai appris à coder, mais je suis pas non plus dev. Donc, on a un dev avec qui on travaille, donc c'est moi qui gère ça avec lui. Enfin, tout ce qui est technique, en fait, et qui n'est pas contenu ou marketing et com, c'est moi qui le gère. Si on veut que le business marche, il faut pas que des individualités, enfin l'amour-propre de chaque individualité prenne le dessus. J'aurais très bien pu dire à Lisiane, non mais vas-y, c'est moi le mec, c'est moi qui pilote le projet. En plus, c'est moi qui ai fait le site et tout, machin. Non, c'est juste factuellement, elle a plus d'expérience que moi là-dedans. Les grosses décisions, on les prend à deux, Oui. toujours. Et ça va de pair avec nos caractères qui sont complètement... Ouais, qui sont différents. Je sais pas si on peut dire complètement différents, mais qui est juste la capacité de Lisiane à être organisée. J'ai jamais vu une personne aussi organisée que ça. Lisiane on les voit pas de là. Non, là ça va, on est à Paris, donc c'est plutôt léger. Elle a pris que 2 carnets. Non, ils sont dans le sac. Ah, ils sont dans le sac, ok, c'est super. Lisiane a un carnet pour chaque chose de sa vie, où elle note des choses et où elle coche. Son activité préférée de la journée, c'est de cocher. Les to-do list. Et les to-do list. Et ça traduit à mort un kiff d'organisation et de toujours dire bon, faut faire ça. Bon, tac, on le fait quand? Ou alors on le fait maintenant, on peut le faire maintenant, ok. On ne peut pas le faire maintenant, on le fait quand? Tac, on le note. Et moi, pas du tout. Moi, plutôt procrastinateur. Et du coup, voilà, ça aussi, ça a confirmé les rôles. Parce qu'au début, c'était pas si primordial que ça, vu qu'on était au début. Bon, voilà, ça se mettait en place au fil de l'eau. Aujourd'hui, c'est défini, c'est comme ça et ça marche comme ça. Et on gagne du temps grâce au fait de fonctionner comme ça, en fait. Vous rentrez de votre voyage. Oui. Où est-ce que vous en êtes le jour de votre retour en France? Alors, Unio est lancé. Mais bon, on lance en octobre, on rentre en décembre, on a déjà quelques clients. Et du coup, oui, en janvier, on se dit... Alors, on l'a dit, on l'a pas fait, mais de se mettre tout de suite à fond, en mode vraiment, on tape dedans, quoi, sur Unio. Et aujourd'hui, Unio, ça marche, et puis on espère que ça va continuer. On s'est dit de toute façon jusqu'à décembre, voir ce que ça donnait, mais l'idée, c'est de continuer dans cette voie et de faire tout pour, en tout cas. Donc vous rentrez, Unio est lancé depuis 2 mois, et donc là vous revenez un peu dans la vraie vie, quoi, si je puis dire. Et là c'est quand même autre chose, quoi. En tout cas moi c'est ce que j'imagine, je me trompe peut-être, mais il y a cette bulle comme ça de voyage qui quand même est un accélérateur dans tout ce qui a contribué à la création d'Unio. Et là on rentre et on rentre un peu dans le dur, j'imagine, parce qu'il s'agit de faire vivre la plateforme, il faut que ça rentre, il faut que ça fonctionne, il faut donner de la visibilité. Donc on passe de la conception à vraiment animer son projet, quoi, le mettre en œuvre concrètement. Comment ça se passe entre vous à ce moment bien particulier, quoi, de ce retour en France? Hier, on s'était dit, on veut retrouver une espèce de routine pour justement être un peu plus efficace, un peu plus organisé.
Ça, on n'a pas trop réussi pendant les premiers mois parce qu'en fait, finalement, on était toujours à droite, à gauche, etc. Donc ça a été un peu compliqué. Et là, c'est tout récent où on se dit vraiment, on a pris un coworking pour essayer de cadrer un peu parce qu'on n'a pas vraiment réussi à sortir de ce truc où on travaille entre deux trains, qui finalement est quand même pas le plus efficace. On se la joue vite en fait. On est digital nomade, on peut travailler d'où on veut, on peut faire de l'unio et travailler à la plateforme en étant dans un café. Et en fait, peut-être que ça correspond à des gens. En tout cas, nous, on a fait illusion quelques mois et en fait, on est plutôt du genre à avoir besoin d'être cadré dans un lieu propice au travail. Et après, sur la répartition des rôles, non, il n'y a pas eu de changement parce qu'en fait, c'était déjà clair avant. En revanche, peut-être l'évolution, c'est qu'on s'est dit, essayons de le professionnaliser un peu. Et entre vous, du coup, en termes de hiérarchie, si je puis dire, est-ce qu'il y en a un qui prend un peu plus le lead symboliquement sur le projet, qui est une espèce d'équivalent de CEO, si je puis dire? Comment ça se passe? Comme on voyage. Lisiane, quoi, clairement, qui pilote un peu le projet au quotidien. Après, les grandes lignes, oui, on les définit ensemble ou quoi, mais oui, c'est Lisiane qui structure et qui organise un peu tout. Donc concrètement, tu es amené à donner des ordres à Romain. Qu'est-ce que tu dirais? Par exemple, on se fait une fois par semaine ou toutes les 2 semaines un gros point. Et c'est moi qui vais lui dire, ah, t'en es où de ça? Qu'est-ce qu'on te fixe pour dans 15 jours comme objectif? Mais non, c'est pas des ordres. C'est moi qui prends l'initiative de un peu formaliser en fait nos objectifs. Là où on veut en être dans 1 mois, là où on veut en être dans 3 mois, etc. Et toi, Romain, tu le vis comment, du coup, cette organisation entre vous, hein? Pour l'instant, ça marche. Il n'y a pas de soucis avec ça. C'est juste une histoire de compétence. Si demain, c'est moi qui ai la compétence, je poserai peut-être pas la question à Lisiane, elle me posera pas la question, ça se fera naturellement aussi. Après, sur nous, quelque chose c'est pas une incertitude, mais je demande à voir comment ça va se transformer. C'est sur le vivre et le travailler H24 ensemble. Bon, déjà, on part en 14 mois en voyage. Et donc, quand on l'annonce à des potes, déjà, il y en a pas mal qui se disent « Waouh, vous êtes chaud, partez tous les deux en voyage, 14 mois, en plein Covid, où vous allez voir personne, vous allez rester 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble. » C'est ce qu'on a fait. On s'est juste séparés 2 jours à Bangkok sur 14 mois. Et sinon, on a passé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à moins d'1 mètre l'un de l'autre. Et du coup, on arrive, oui, à ce moment-là où on revient et où du coup, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a plus tout le cadre, comme tu disais. Et du coup, tu te lèves le matin, tu la vois, tu vas au travail, tu vas au même endroit au même endroit pour travailler, donc tu fais le chemin avec elle. Tu travailles toute la matinée avec elle, tu manges avec elle le midi, tu la revois l'après-midi. Si tu as une réunion, tu peux pas t'échapper parce que la réunion, elle est avec elle. Tu rentres avec elle. C'est difficile en plus quand tu as un business en commun d'arriver à conjuguer les deux. Donc on s'est dit à un moment donné, on va travailler dans des endroits différents. En vous entendant parler, je pense que peut-être se rajoute aussi, d'une certaine manière, le fait que vous êtes en plus les testeurs de votre propre produit, si je puis dire. Vous avez décidé de vous marier entre-temps. À quel moment, justement, vous avez décidé de vous marier tous les deux? En fait, globalement, on savait qu'on allait se fiancer pendant le tour du monde. Ouais, on le savait, tu espérais. Oui, plus ou moins, ça aurait été plutôt une surprise qu'on se fiance pas. Quand on l'a annoncé à tout le monde était là, ah ok. Donc c'était au milieu et après en effet on a fait les 7 séances d'ailleurs à cheval sur le voyage et en rentrant. Du coup on est bien préparés parce qu'on se marie aussi à l'église, donc on a fait la préparation à l'église et la préparation unio. Et toi Lisiane, qu'est-ce que tu as découvert et qu'est-ce que tu découvres de Romain dans ce contexte justement d'entrepreneuriat en couple, sur le lien du couple? Tu dirais quoi? C'est ce qu'on se disait, il se transforme vraiment dans la partie communication. Il s'ouvre beaucoup plus sur justement l'aspect introspectif, etc. Beaucoup plus dans l'écoute aussi, moi je me livre du plus.
Et après, c'est quelque chose que j'avais déjà découvert, mais qui s'est vraiment confirmé avec le fait d'entreprendre ensemble. C'est un peu le côté force tranquille. Moi, je suis hyper émotive, c'est les montagnes russes, c'est génial. Et le lendemain, en fait, pourquoi on fait ça? C'est pas bien, on n'est pas légitime ou je ne sais quoi. Et Romain va être beaucoup plus linéaire et du coup, c'est hyper agréable pour ce projet et pour la vie en général d'avoir quelqu'un à côté de soi qui est un peu plus tempéré, force tranquille, etc. En soutien. Et toi, Romain? Moi, j'aime bien le fait que Lisiane elle est lead sur ces choses-là. Quelque part, moi, ça me rassure aussi un peu, je pense. Et après, je l'avais peut-être pas mesuré si sensible que ça, mais dans le bon sens du terme de sensible, ça va du coup un petit peu en lien aussi avec de la curiosité, mais elle a une capacité à emmagasiner de l'info et de la restituer et de le garder en tête. C'est incroyable. Je pourrais pas emmagasiner le quart de tout ce qui se passe dans cette tête. Et après, plus globalement, je pense que notre vécu perso plus Unio, c'est peut-être pas très humble de dire ça, mais je pense qu'on se connaît mieux que beaucoup de couples qui sont ensemble depuis 30 ans. En fait, je pense qu'on est allé dans des profondeurs, dans le bon sens, aller au fond des choses. Je pense qu'il y a relativement peu de couples, surtout à notre âge, qui sont allés... Ouais. Je te l'ai un peu imposé, en fait. Ce côté introspectif. Au début, t'aimais pas trop, et finalement... Mais parce que c'était nécessaire pour notre couple. On le remarque dans nos couples qu'on accompagne, Unio, il y a quand même souvent un moteur sur ces sujets qui a envie d'aller dans le fond. Et enfin, pas toujours, mais un autre qui est un peu plus à traîner la patte. C'est bon, on se connaît, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je me posais une question justement par rapport à votre entourage et à vos amis. Est-ce que le risque, entre guillemets, si je puis dire, en créant justement une plateforme d'accompagnement des couples, c'est pas de devenir dans le regard des autres un peu le super expert quoi, de la relation? Est-ce que vous avez l'impression parfois que ça peut créer un biais dans vos relations amicales? Comment vous le ressentez, ça? Moi, complètement pas, parce que ce soit mes potes ou si ma famille, je pense que ça leur paraît un peu lunaire, ce qu'on est en train de faire. Et du coup, je me rends compte de la différence aujourd'hui. Mais du coup, ouais, il n'y a pas du tout cette question de tu deviens le référent couple quand ça va pas avec ma meuf ou quand ça va pas avec mon mec. Parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité et ils pensent pas que j'ai une plus-value. D'ailleurs, quand on a dit qu'on lançait Unio et qu'on a expliqué ce que c'était, une fois qu'on a passé le cap du mais qui va acheter ça ou quoi, enfin ça parle à qui, ce qui traduit déjà quelque chose. Les questions d'après c'était mais enfin pourquoi vous n'êtes pas psychothérapeute, je sais pas, et ils ont eu du mal avec ça. Ma famille, je pense, enfin en tout cas mes parents, c'est un peu comme les parents de Romain. Je sais pas si c'est générationnel, je pense un peu, mais le côté développement personnel, se poser, etc., pour avoir ce genre de discussion, c'est pas quelque chose qui leur parle forcément. En revanche, mes amis sont très familiers avec la préparation à l'église, etc., donc ça leur parlait vraiment beaucoup plus. En revanche, il n'y a pas trop l'aspect on vient te voir en tant qu'experte ou pas du tout. En revanche, moi, je me rends compte dans l'autre sens, j'ai un peu un regard... D'analyse. Ouais. Ouais. Beaucoup plus qu'avant, en tout cas sur les couples qui peuvent nous entourer. Et justement, alors pour élaborer le contenu que propose Unio, je me suis demandé si vous étiez partie de votre propre vécu ou pas. Pour l'élaborer, pas vraiment dans un premier temps. J'ai plutôt, comme je le disais, pris plein de ressources, des livres, des podcasts. Ensuite, je me suis dit comment je synthétise ça en grands thèmes. Après, j'ai regardé aussi un peu ce qui se faisait aux États-Unis où ça existe ce type de préparation, un peu ce que faisait l'Église. En fait, l'objectif, c'était de se dire je fais le travail en amont pour les couples pour que quand ils décident de faire cette préparation, ils sachent qu'en faisant ces 7 séances, ils auront un peu tout balayé. Alors, le premier thème, c'est un peu faire le bilan jusqu'à aujourd'hui, donc d'où on vient en termes d'héritage familiaux, justement, sur des modèles de familiaux, des modèles de couple, etc. Et aussi d'où on vient en tant que couple.
La deuxième séance, c'est sur vraiment l'engagement. Donc, pourquoi on se marie alors que c'est pas la seule façon de vivre à deux. Quelle en fait recette on veut mettre dans notre mariage, pour nous ça signifie quoi, quelles sont les valeurs, quelle est un peu notre mission de couple, etc. La troisième séance, c'est la communication. La quatrième séance, c'est traverser ensemble les épreuves, les conflits, les difficultés aussi qui peuvent venir de l'extérieur. La cinquième séance, c'est la sexualité. La sixième, c'est fonder une famille. Et la septième, c'est se projeter dans l'avenir, donc aussi bien individuellement, et comment le couple en fait peut être un support pour les projets de chacun individuellement, et aussi les projets de couple. Et alors justement, dans tous ces thèmes-là que tu énumères, est-ce qu'il y en a un qui vous tient particulièrement à cœur ? Et si oui, pourquoi ? Moi, qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense que c'est celle où elle m'a apporté le plus de choses et où j'ai fait le plus de progrès, c'est... Ah oui, du coup, en disant ça, je suis tiraillé entre deux. J'aurais dit la communication et une partie spécifique qui est dans la séance qui traite de traverser les épreuves ensemble, qui est la partie sur le pardon. J'ai appris à demander pardon à 30 ans. Par exemple, il se trouve que Lisanne a dû faire un scanner, un IRM du cerveau. Elle était complètement stressée, je pense qu'on a même pleuré de souvenirs. Et où du coup, elle cherchait du réconfort ou quoi auprès de moi. Et moi, j'étais pas du tout dans la même posture. Et j'essayais de lui trouver une solution, ce qui est le truc le plus énervant de la Terre. J'essaie de lui trouver une solution et d'essayer de rationaliser le truc, de lui dire mais en vrai, c'est pas parce que tu fais un IRM que t'es plus malade que hier où t'avais pas de rendez-vous, quoi. T'as aucune raison d'être stressé. Et du coup, elle était pas bien, on était en conflit là-dessus, et elle est partie faire son IRM. Et du coup, je lui ai renvoyé un message derrière en me disant voilà, je te présente mes excuses parce que tu m'as exprimé ton angoisse ou quoi, et au lieu de juste la recevoir, ce que j'aurais dû faire, je me suis un peu fermé et j'ai essayé de te trouver une solution tout de suite. Et c'est quelque chose que j'aurais jamais fait avant, que ce soit de m'excuser pour ça, et encore moins de dire un truc du style en fait j'accueille juste ce que tu me dis et j'essaie pas de te trouver une solution, parce que tu me parles pas de ça parce que t'as besoin d'une solution, mais parce que t'as juste besoin d'en parler en fait. Cet exemple il réunit bien les deux séances entre le pardon et la communication, où moi ça me parle le plus. Il y en a deux. Moi j'aime beaucoup la première séance sur nos héritages, parce que je trouve que la maturité elle vient aussi de là, de faire un peu le tri dans tout ce qu'on a reçu. Entre ça, je veux consciemment le garder parce que j'ai trouvé ça chouette dans ma famille, et ça, en fait non. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, sans se poser la question, soit refusent tout en bloc, soit au contraire ont absolument aucun esprit critique et vont reproduire. Et je trouve ça intéressant à deux de se dire ah tiens, ça dans ta famille c'est chouette, ça on le garde, ça au contraire en fait ça nous correspond pas. Et du coup cette espèce de bilan je le trouve hyper intéressant. Et ensuite l'autre séance que j'aime beaucoup, c'est la dernière sur le futur, parce que je trouve qu'il y a vraiment une croyance très répandue sur le couple, c'est assez limitant, un peu le côté, comment on dit, le boulet. Tu te limites, c'est un peu un boulet, etc. Et en fait, nous, avec Romain, on a complètement la vision inverse au contraire, c'est un espèce de tremplin, le couple, en tout cas quand t'es bien. Parce que moi, il y a plein de choses que j'aurais pas osé faire seule. Pour moi, cette séance où on remet à plat et on se dit, en fait, les rêves restent pas vagues, mais qu'est-ce qui est notre priorité individuelle ou pas ? Qu'est-ce qui, dans le couple, au lieu de l'entraver, va être un soutien pour que l'un ou l'autre arrive vers tel objectif ? Je trouve ça trop bien. Et que si, en fait, on prend pas le temps de vraiment mettre des mots dessus et un peu... Bon, ça, c'est mon côté deadline et tout, mais vraiment, ça, c'est la prio et on donne tout pour y aller. On peut vite, je pense, vivre une vie un peu passive où on se laisse porter et finalement on va pas vers ce qu'on a vraiment envie de vivre. Et du coup, je trouve que cette séance, elle est vraiment chouette et c'est quelque chose que je pense en couple, on devrait faire au moins une fois par an, de faire un peu un bilan sur où on est de nos rêves. Il y en a peut-être qu'on a laissé de côté pour les bonnes raisons et d'autres qu'on a laissé de côté pour les mauvaises raisons.
montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide d'Anaëlle Larue et de Lola Sotioyer. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitille Tassin et vous écoutez Ce qui nous lie, le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir Ce qui nous lie, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode. Car le salut c'est le lien, et sans le lien, il n'y a rien.